Alors, nous allons tout de suite poursuivre avec la deuxième intervention de la matinée sur la modélisation des données du bâtiment pour soutenir le processus de reconstruction post-séisme, cette fois en Nouvelle-Zélande. Et j'invite donc Pierre Desjardins à s'approcher. Monsieur Desjardins est directeur des projets internationaux, secteur construction chez Trimble Canada. Il compte plus de 30 ans d'expérience de gestionnaire dans le domaine des technologies géomatiques sur la scène internationale. Il s'est récemment orienté vers la conception et la construction virtuelle et les technologies de modélisation des données du bâtiment en 5D, appliquées au cycle de vie des projets majeurs d'infrastructure. Alors, Monsieur Desjardins, je vous en prie. Merci, Mme Guenette. Bonjour tout le monde, et je m'excuse déjà d'avoir fait mentir Mme Guenette. J'ai changé le titre ce matin de modélisation à implémentation, et je vais vous expliquer un peu pourquoi un peu plus tard. Good morning, everybody. Thanks for coming. And since this conference is held in a French-speaking area, I've decided to try to do it in French, although it will be the first time in 30 years that I actually try to do something in French. So if I have a few slips from time to time, please forgive me. Alors, bonjour tout le monde. Alors, on commence. Ce matin, on parle des catastrophes naturelles. Et la majorité du temps, lorsqu'on parle de catastrophes naturelles, c'est des événements qu'on peut voir. C'est des événements visibles. C'est reporté sur les chaînes de télévision et il y en a qui sont même horribles à voir. Mais c'est très rare qu'on voit un tremblement de terre. Alors, ce que M. Mullet parlait tout à l'heure, c'était qu'est-ce qu'on a comme effet après un tremblement de terre. Par contre, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, on a vu le tremblement de terre, ce qui était très rare. Alors, on a vu un des nombreux tremblements de terre. Le premier tremblement de terre, en fait, majeur, puis on va revenir sur les explications majeures, c'était à 4h35 du matin, le 4 septembre 2010. Alors, il faut se rappeler de la date parce que on est quoi? On est en 2014, ça fait 4 ans. Mais il était d'une magnitude sur l'échelle W, alors c'est le Moment Magnitude Scale. C'est la nouvelle échelle qu'on utilise depuis 1979. On n'utilise plus vraiment l'échelle logarithmique de Richter. Et à ce moment-là, c'était un événement majeur qu'on appelle destructif, donc de 7,2, mais la distance du séisme et sa profondeur faisaient telle que les effets à Christchurch étaient violents, mais de façon générale pas aussi violents qu'on ait pu penser pour une magnitude de 7,2. Vers 1h du matin, en plein été, le 22 février 2011, il y a eu un autre événement de 6,2 à 6,3. Il y a deux échelles qui se confrontent ici. Mais celui-là, il a détruit la ville. Il a fait 185 morts, il a détruit la ville, et il n'était que de 6,3. Par contre, il était situé à une proximité si proche de la couche terrestre qu'il a généré la liquéfaction du plateau de Christchurch. Alors, on se réfère au tremblement de terre de Canterbury, c'est la région de Canterbury. Pour revenir un peu à la présentation de M. Mullet, c'était la saison des tremblements de terre. Alors, là où moi je travaillais à ce moment-là, on avait mis en place beaucoup de réseaux d'observation géodésique pour le contrôle des plaques tectoniques. Et on était présent dans la majorité des pays du monde. Et on a observé un réalignement des plaques tectoniques au niveau mondial à partir du tremblement de terre de Haïti, qui était, comme M. Mullet le disait, de l'échelle de 7,0. Mais à partir de janvier 2010, il y a eu tout de suite après celui de Mole, pas loin au sud-ouest de Santiago de Chile, et celui-là était sur une échelle de 8,8. Tout de suite après, en septembre, donc, on parle de l'échelle de 7,2 à Christchurch, suivi de celui de février sur l'échelle de 6,2, et finalement, celui que tout le monde se rappelle, le 3 mars 2011, le Tohoku du Japon à l'échelle de 9,0, qui était le plus fort observé dans des environnements de population depuis plusieurs années. Un des problèmes qu'on a au niveau de ce type de séisme, c'est, comme on l'a vu en Haïti, les effets sont malheureusement de très longue portée.
pour les pays où il n'y a pas les infrastructures en place pour remédier rapidement à la reconstruction du pays. Mais il y a aussi un effet du moment. J'appellerais ça l'effet CNN. Le problème et les malheurs d'Haïti ont été vite oubliés lorsque les nouvelles à ce moment-là se propageaient sur le Moley Earthquake à Santiago ou, encore plus, le tremblement de terre au nord de Tokyo et le tsunami qui en a suivi au mois de mars 2011. Le problème avec ce manque d'attention, ou d'attention qui est très, on appelle ça ADD, Attention Deficit Disorder, c'est que le public et les scientifiques aussi, les scientistes, sont toujours à l'affût du plus gros et de ce qu'il y a de plus récent comme séisme au niveau des tremblements de terre. Le problème d'Haïti persiste, il est majeur, comme M. Mullet en parlait, et de nos jours, il y a une très petite partie de la population qui en parle à comparer à janvier 2010. Si on revient au tremblement de terre de Canterbury, en 2014, ça continue. Alors, j'ai sorti l'échelle du GeoNet. GeoNet, c'est l'organisation c'est l'organisation centrale du gouvernement de la Nouvelle-Zélande qui s'occupe de la gestion et de la diffusion des tremblements de terre sur l'ensemble du pays. Et dans l'île du Sud, au niveau de Canterbury, il y a environ 10 jours, on a observé le 14 344e tremblement de terre depuis celui de septembre 2010. Alors, ça continue à brasser. Il y a eu 3 séismes qu'on dit majeurs dans la séquence à partir de septembre 2010. Alors, le plus fort en septembre 2010, le plus destructif en février 2011, et il y en a eu un 3e assez majeur, mais il ne fait pas l'échelle, il est à 5,9 sur l'échelle MMW en juin. Au total, dans la première année qui a suivi le premier tremblement de terre de septembre 2010, il y a eu plus de 10 000 tremblements de terre au total. Et un des problèmes qu'on verra tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas commencer à reconstruire lorsque ça brasse encore. Et le mot brasser, c'est 3.0 sur l'échelle MW. Ça veut donc dire que on continue à... on regarde pour relocaliser les personnes, on regarde pour démolir les bâtiments qui sont plus sains, mais on ne peut pas commencer l'effort de rebâtir avant qu'on ait au moins une période de 1 mois sans tremblement de terre où l'échelle est de 3 ou supérieure. Alors ça a duré 18 mois dans la région de Canterbury. Un des problèmes majeurs à cause de la liquéfaction, c'était aussi des changements verticaux. Alors, on voit au niveau, par exemple, des chemins de fer que c'était un peu crochu. Il a fallu refaire beaucoup de glissements de faille, des effets de glissement de faille en surface. Mais un des effets majeurs, c'était une variation du niveau de l'ordre de 0,4 mètres. Ça a causé beaucoup d'inondations, mais malheureusement, ce n'était pas de l'eau. Lorsqu'on a de la liquéfaction, ce qui remonte en surface, c'est de la boue. Et c'est un mélange semi-volcanique avec une densité très élevée et une senteur affreuse. Alors, imaginez-vous que toutes les maisons maintenant ont à peu près 1 demi-mètre à 1 mètre d'épais de boue au premier plancher. Alors, c'est ça qui devient un problème de nettoyage incroyable. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, Wellington, a mis en place un comité qu'on appellera CERA, le Canterbury Earthquake Recovery Authority, qui agit comme un ministère et qui aura plein pouvoir à partir du séisme de février 2011 pour la reconstruction du pays. Alors, ils sont vraiment là, à partir de la journée du 2e séisme, ils ont vraiment pris les grands moyens pour en arriver à contrôler leur environnement autant où ils pouvaient. C'est quoi le truc? Ah, ça marchait. Donc, à partir de cette journée-là, CERA va fermer le centre-ville. Alors, vous prenez une ville au complet et vous fermez son centre-ville
à tout occupant ou propriétaire. Et vous le faites à partir donc du 12 février 2011 jusqu'à à peu près le 27 juin 2013, mais progressivement. Au tout début, il n'y avait vraiment personne au niveau des propriétaires et occupants qui pouvaient même retourner récupérer leur chat ou quoi que ce soit. Tout était fermé. Et petit à petit, on a réouvert. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a, de façon générale, on a démoli la ville. Les bâtiments qui restaient, les très peu qui restaient, qui n'étaient pas effondrés, ils n'étaient pas sains pour l'occupation. Alors, beaucoup ont été non seulement contournés, mais contournés à partir de containers. Alors, vous prenez des containers de métal et vous en faites des barrières parce qu'on s'attend naturellement à un autre petit tremblement de terre, peut-être plus gros que petit. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, l'édifice va s'écrouler. Alors, on veut à ce moment-là s'assurer que le contenu des briques et des vitres et des matériaux va rester à l'intérieur du polygone qui est déterminé par des containers. C'est devenu très vite une ville de containers. Et c'était une imagination qui était incroyable parce qu'on avait beaucoup de bureaux de l'équipe du Earthquake Recovery qui étaient en fait des containers qui étaient transformés. Alors, vous voyez un container traditionnel, tout d'un coup, il y a une porte, il y a une fenêtre, et ça devient des bureaux mobiles qui se promenaient à travers la ville. J'ai vérifié ce matin pour m'assurer que c'était encore le cas, mais ce matin, on reporte sur les sites locaux que Peter Townsend, l'administrateur de la ville, a dévoilé hier qu'on était environ à 10% de la reconstruction de la ville, hier. Alors, moi, ce que je me dis, c'est que Kiwi ont un caractère incroyable, une patience énorme, une culture qui leur permet de vivre à travers tout ça. Il faut vous dire que la ville de Canterbury se compare un peu à Québec, dans le sens où c'est la deuxième plus grande ville du pays. La population était d'environ 435 000 personnes, et depuis le deuxième tremblement de terre, 8 000 personnes ont vraiment quitté définitivement et pour ne plus revenir la région de la ville métropolitaine de Canterbury. J'ai entouré ici, du côté nord-est de la ville, une région qui est la sortie de la rivière, du côté de l'océan. Malheureusement, c'est la région qui est, au niveau géotechnique, la plus sensible à tous les faits du tremblement de terre, toute la remontée de la boue qui s'est causée. Cette région-là a été malheureusement détruite. On va y revenir dans 2 minutes. Alors, au centre-ville, on a démoli 1600 édifices. Ça, c'est à l'intérieur des premiers 24 mois. On a vraiment démoli 1600 édifices commerciaux. Et encore une fois, tous ceux qui restent ne sont pas habités. Il n'y a personne qui habite là. Alors, vous voyez un quartier, un pâté de rue où il y a un building. Après ça, il n'y a plus rien. Ce n'est pas des stationnements, là, c'est des surfaces complètement dénudées. Celui qui reste là, il n'est pas encore démoli. Il va falloir faire des travaux de rénovation avant qu'il soit réoccupé. Au niveau de la zone rouge, il y a 8 000 maisons qui sont détruites. 8 000 maisons qui sont condamnées, on ne peut pas vraiment les occuper. Et la décision a été prise lors du nouveau zonage qu'il n'y aura plus de maisons dans cette région-là. C'est trop dangereux pour qu'il y ait encore de la liquéfaction qui vienne affecter le territoire. Alors, malheureusement, il n'y a pas de reconstruction qui est commencée dans ce secteur-là, puis il n'y a pas de reconstruction pour ces 8 000 maisons-là qui a été entamée. Alors, il existe donc une très grande portion de la population qui habite dans des abris provisoires ou dans des familles à l'étranger ou à proximité de la ville de Christchurch. Le gouvernement avait planifié pour un tremblement de terre. Alors, c'est quand même différent d'Haïti, c'est différent de beaucoup de pays, de beaucoup de régions. Eux savaient qu'ils étaient exposés à des tremblements de terre. Eux savaient qu'il y aura toujours des tremblements de terre. Mais c'était un peu la garantie que ça ne serait jamais mauvais. Dans une région de glissement de plaques tectoniques, on veut qu'il y ait toujours un petit peu d'activité. Alors, aux États-Unis, lorsqu'on parle de la fosse Sant Andreas, il y a toujours un petit peu d'activité sismique dans le sud de la Californie.
Là où on est méfiant, c'est la région de Cascadia, qui est la partie Oregon-Washington. Cette plaque-là, malheureusement, elle est coincée. Alors, la plaque du Pacifique continue à rentrer sur le continent nord-américain et il y a un gonflement du côté ouest de cette croûte qui, un jour, lâchera son énergie. Alors, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, ce n'était pas le cas. Il y avait toujours de l'activité. Alors, malheureusement, on avait donc prévu, on avait un fonds de réserve qui était prélevé à partir des polices d'assurance, mais on n'avait jamais pensé avoir le personnel et on n'avait jamais pensé qu'un tremblement de terre durait 18 mois. Alors, les statistiques à partir de ce matin, à partir du 6 octobre, il y avait 61 248 maisons de réparées, donc une moyenne de 366 par semaine. Là, on parle de maisons dont les dommages sont inférieurs à 100 000 le dollar australien est environ 80 sous. Et il reste par contre environ 35 300 maisons en catégorie de dommages majeurs à réparer. Les estimés initiaux étaient de 30 milliards de dollars néo-zélandais. La semaine passée, on les a revisés de 45 à 50 milliards et la population en général croit que ce sera beaucoup plus du côté du 60 milliards. Le gouvernement était assuré à 15 milliards et on a fait des études pour l'application des technologies du BIM pour en sauver environ 5 à 5 ce qui est très modeste. Et on va voir pourquoi. Il y a un problème en général au niveau de la reconstruction, mais ce n'est pas au niveau de la reconstruction, c'est au niveau de la construction. Alors, des études au secteur américain ont déjà publié depuis plusieurs années que le taux de productivité au secteur construction est très faible par rapport à beaucoup d'autres secteurs d'activité économique. La société Gary's Technology, dont le propriétaire est canadien, Frank Gehry, a, eux, publié des études plus corsées sur les faits, et c'est intéressant de lire qu'on peut économiser au minimum 20 si on applique la technologie moderne au secteur du bâtiment. Alors, les détails sont là, je n'en ferai pas la lecture. Alors, c'est quoi le BIM? Le BIM, c'est la représentation numérique de tous les éléments physiques et fonctionnels d'un édifice. L'approche BIM, c'est une approche d'optimisation, de collaboration et de transparence. Alors, ces mots-là, collaboration et transparence, ce n'est pas toujours évident dans le secteur du bâtiment. Alors, que ça s'applique au niveau du design, de la fabrication. Alors, on parle du mot fabrication et construction parce que lorsqu'on va dans un modèle 3D de construction, on fait beaucoup de pré-construction, de modularité. La logistique au niveau des équipes de terrain, les opérations, alors en anglais on appelle ça Mechanical, Electrical and Plumbing, de l'entretien, du contrôle des budgets, des cédules et encore bien plus. Alors la productivité est créée par la communication, la coordination et la détection des erreurs avant la mise au chantier. On enlève donc tout ce qui s'appelle reprise ou rework, autant que possible. Tu vois, on va la voir avant qu'il y ait un problème. Au United Kingdom, en Angleterre, on a fait des études incroyables à ce niveau-là et on a vraiment adopté des technologies du BIM. Et lors des dernières Olympiques à Londres, c'était incroyable le taux de réussite que ça avait démontré. Et ça a vraiment été bien documenté. Au Royaume-Uni, on a donc appliqué ces technologies-là pour toute construction gouvernementale. Mais il existe beaucoup d'autres grands édifices où ça a été très bien dénoté. Un en particulier est le Tom Bradley Airport, où il y a eu d'énormes gains de productivité à différents niveaux. Mais revenons-en à ce que ça permet. Ça permet aussi de passer d'un cube à de l'art. Alors ça, ce sont de vrais édifices. Celui-là est à New York, où l'application des technologies tridimensionnelles et le contrôle de fabrication nous permet maintenant d'exploiter des formes beaucoup plus bizarres et certaines trop bizarres. Le défi du BIM en Nouvelle-Zélande, c'est un peu celui du niveau mondial. Alors, le problème, c'est qu'il y a un déclin de la productivité en général dans le secteur de construction, mais surtout en Nouvelle-Zélande, c'était trop gros comme projet de reconstruction vis-à-vis la compétence du personnel, la disponibilité du personnel et la grosseur des équipes de travail.
Alors, on a commencé à penser de façon générale comment on peut mettre ensemble tous les départements. On a créé à Wellington ce qu'on appelle l'initiative GeoBuild. Et un des plus gros problèmes, ce qu'on appelle là-bas le consenting, alors c'est le permis de construction. Lorsque j'ai travaillé là il y a environ 1 an, la moyenne était de 22 semaines d'attente pour tout permis de construction. Ça ne marchait pas. Alors, il fallait en arriver à une nouvelle forme et on a passé du 2D au 3D au niveau de la construction. Et le modèle 3D, il est là au niveau de la conception des édifices. Malheureusement, on revient toujours au blueprint. On revient toujours à une étape de chantier en plan. Le gouvernement de Nouvelle-Zélande a maintenant adopté des normes 3D. Et je peux vous donner un des exemples concrets, c'est que nous aussi, on a perdu un de nos édifices là-bas. Et on l'a reconstruit. C'était le premier édifice reconstruit à la ville de Christchurch. Et on se sert aussi, non pas des technologies seulement du BIM, mais on a reconstruit avec des fondations qui font qu'on pourra absorber plus d'énergie lors du prochain événement. Alors, ce qui est important dans le BIM, c'est le mot « I ». C'est l'information. Ce n'est pas la modélisation, ce n'est pas le 3D, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on vient greffer l'information à ce modèle. Et à cause du temps qui passe, je vais passer rapidement au concept donc 3D, de la modélisation, au 4D, qui est le calcul du temps, au 5D, qui est le calcul des coûts. Et le tout est lié. Alors, vous pouvez toujours être en temps si vous avez un budget infini, et vous pouvez toujours respecter votre budget si vous avez un temps infini. Le problème, c'est d'en arriver à concilier les deux normes. Et c'est un processus ouvert, transparent et qui apprend de soi-même. La cédule du BIM en Nouvelle-Zélande, ça commence avec le géomètre local. Alors, que ce soit au niveau des bornages, contrôle d'implantation, contrôle de verticalité ou de qualité terrain, le cheminement qui existe aujourd'hui met en œuvre les connaissances du géomètre local. Mais le BIM, ou l'industrie du BIM, ou les technologies du BIM sont fragmentées, que ce soit au niveau de la conception, d'évaluation des coûts, de la mise en place au chantier. Ce sont des pièces comme un puzzle qui ne sont plus ou moins liées. Alors, un des problèmes qu'on a vu au niveau mondial, c'est comment on vient qu'à mettre tous ces gens-là en collaboration transparente et avec des standards, des formats, des processus qui nous permettent de ne pas perdre les données, comme mes collègues de BNT parlaient hier. Lorsqu'on fait un travail de données, il faut que l'information qui s'enrichit au fur et à mesure des projets, il faut que ça demeure. Alors, pour en arriver à ça, il existe beaucoup de technologies maintenant qui vont vers des normes ouvertes et qui permettent à plusieurs intervenants d'augmenter la valeur du modèle BIM. Le problème de Nouvelle-Zélande, étant donné la grosseur des compagnies sous-contractantes, c'est la disponibilité des capitaux pour l'investissement dans la technologie et des connaissances. Alors, il existe vraiment une opportunité pour le géomètre néo-zélandais, je m'excuse, et c'est parce que c'est lui qui vraiment connaît et qui comprend le positionnement terrain tridimensionnel. Alors, il y a une transformation de géomètre qui a commencé en 2014 et on a déjà commencé à éduquer au sein de l'association locale les gens pour qu'ils prennent une place plus importante dans les projets de reconstruction. Un des effets secondaires de la construction sur le BIM, c'est que ça contribue aux données qui vont, par après, qui vont être emmagasinées sur le cadastre vertical, le cadastre 3D, qui sera mis en place en Nouvelle-Zélande éventuellement. Alors, la participation du géomètre néo-zélandais est très importante. En conclusion, il y a une transformation qui a commencé à cause d'un séisme. Alors, on parlait hier aussi à toute mauvaise nouvelle, il faut toujours voir un angle positif. Alors, c'est un angle positif. Il y a un changement, une transformation qui se fait au secteur de la construction, une transformation qui est vraiment nécessaire, qui est en retard. Il y a une transformation qui va se faire maintenant auprès des intervenants. Il existe une chance inouïe pour le géomètre néo-zélandais de prendre une place prépondérante dans
le secteur. Et il y a comme une route, il y a une bifurcation. Alors, soit qu'il devient le spécialiste de l'implantation, du balayage laser, des collectes 3D, des modèles tridimensionnels complexes. C'est un peu une position qui est très professionnelle, mais qui est très technique. Mais il existe aussi la possibilité pour l'individu de s'impliquer au-delà du 3D et d'être partie intégrante des dirigeants au niveau du contrôle du budget, de la gestion des temps et des cédules. Alors, le géomètre néo-zélandais sera affecté. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Desjardins. Alors, le contraste entre les deux situations est absolument fascinant entre Haïti, cette anarchie, cette désorganisation fonctionnelle, étatique, et la Nouvelle-Zélande, où on avait pourtant prévu le coup, et malgré ça, les défis sont nombreux. Alors là aussi, des questions, je pense, seront vraiment posées à Monsieur Desjardins.